ça tombe. J'étais toujours au téléphone. J'étais en Wi-Fi d'ailleurs, hein, avec C'est bon. Voilà, donc la vidéo va démarrer. Voilà, ça y est. Très bien, bah écoutez, là nous sommes en direct a priori. Ah, Jean-Pierre est là. Bon, bravo. Alors Jean-Pierre, puisque vous êtes là, est-ce que vous pouvez nous dire si vous nous entendez Et nous voyez. et nous voyez? Je pense que vous nous voyez, mais ça marche. Ah, bah voilà, Enfin, très bien. parfait. Bah, écoutez, alors vraiment, c'est un petit souci technique qui est réglé. C'est ça, ce sont les joies du direct. Voilà. Donc, donc c'est un direct qui, comme je le disais, mais vous ne l'avez pas entendu, ce soir est organisé dans un autre décor que celui que vous connaissez, c'est-à-dire mon salon. Aujourd'hui, nous sommes donc chez Damien Sandoz, qui nous accueille chez lui au Pré-Barry. Et nous sommes accompagnés de Michel Pérez, qui actuellement est conseiller municipal. Et nous allons donc faire cette vidéo avec une thématique principale, qui est la thématique de l'écologie. Donc nous reprenons ce que nous avions commencé à vous dire, mais bon voilà, c'est spontané, c'était à bonne franquette, l'essentiel c'est que le message passe. Donc ce qui est important, et j'avais commencé par ça, c'était de vous dire que cette période de confinement, mais on a eu souvent l'occasion d'échanger à ce sujet, cette période de confinement nous a tous fait beaucoup réfléchir. Et l'écologie est un thème qui est au cœur des réflexions essentielles, puisqu'on a retrouvé à tous les niveaux, dans la vie du quotidien, les conséquences d'une prise en compte pas assez importante de l'écologie dans notre quotidien. On a vu déjà les premiers jours du confinement, une ruée dans les commerces, et la question de l'alimentation et de la suffisance en alimentation de notre pays s'est posée, a inquiété énormément, et ça vient renforcer dans notre programme la question des circuits courts. Michel, peut-être que tu peux rebondir là-dessus. Effectivement, cette crise du Covid, elle a mis en évidence quand même que toute notre économie était basée sur des transports rapides, pas chers. Mais il se trouve que quand ces transports ils sont plus possibles, tout s'est écroulé comme un château de cartes, on l'a vu, et du coup ça nous renforce dans l'idée finalement que il faut beaucoup travailler pour avoir une production locale, des circuits courts, et ce qui nous concerne le plus à Miribel en l'occurrence, ça sera plutôt au niveau de l'alimentation, où il va falloir renforcer quand même cette production locale. On a la chance d'avoir quand même pas mal de terres agricoles, et puis renforcer tous les circuits courts de distribution. On l'a vu, on a eu la chance de pouvoir aller faire nos courses au centre-ville en achetant des produits locaux, et c'est vrai que c'est quelque chose qu'il va falloir repenser un petit peu pour avoir tendance à l'améliorer et à proposer plus ce genre de circuit. Alors c'est un projet qui est bien sûr qui se joue non seulement à l'échelle de la commune, mais surtout à l'échelle du territoire, de la communauté de communes. Il y a des partenariats à mettre en place avec nos agriculteurs pour produire du local, des fruits et des légumes qui iront dans les assiettes de nos enfants, plus de produits bio. Tout ça, ça s'organise et c'est un vrai projet qui doit être porté par le territoire. Damien. Tout à fait, oui. Et puis c'est vrai que pendant cette crise, on a aussi observé une nature, on va dire, plus luxuriante. On en a entendu parler également aux informations, à la télé, à la radio, avec des images d'animaux qu'on ne voyait plus jamais dans nos villes et qui ont réinvesti nos rues. Effectivement, du coup, on se dit, il y a peut-être quelque chose à faire pour faire souffler la faune et la flore un petit peu. Donc d'où l'importance dans nos villes de remettre un peu d'îlots de fraîcheur, de revégétaliser, de travailler sur les parcs pour pouvoir donner un peu, on va dire, une nature végétale à la ville, une ville à taille humaine mais aussi à taille végétale du coup aujourd'hui. Et effectivement travailler sur la circulation, une circulation apaisée qu'on a pu rencontrer pendant cette crise qu'on a traversée avec beaucoup plus de calme.
au niveau sonore également. Donc c'est vrai que c'est des bienfaits qu'on a pu observer. Et je rebondirai là-dessus, la question de la biodiversité est capitale, puisque aujourd'hui on a des espèces qui disparaissent, des espèces animales, des espèces végétales, et tout ça risque de déséquilibrer gravement notre écosystème et la santé aussi des humains. Et il est important aujourd'hui d'avoir le courage de faire des choix qui sont différents des choix qui se faisaient hier. Vous l'avez vu, notamment avec le passage au zéro pesticide strict. Il a fallu un temps d'adaptation, changer les mentalités, trouver des herbes, comme je l'ai dit souvent, hein, des herbes moches qu'on voit le long des trottoirs et qui parfois sont interprétées comme un mauvais entretien des voiries. Mais ces herbes-là apportent aussi de la biodiversité. Et c'est important d'opérer ces transformations, d'avoir des prairies fleuries au lieu d'avoir, par exemple, des jardinières à la française. Bon, on va sur quelque chose de nouveau. On a travaillé beaucoup sur ce projet, sur le cimetière, qui maintenant est un cimetière végétalisé. Et l'objectif, c'est d'avancer sur les questions de végétalisation, rafraîchir cette ville qui risque effectivement de vivre des phénomènes climatiques auxquels nous ne sommes pas habitués. C'est vrai qu'on voit, lorsqu'on monte chez une de nos collègues qui habite rue de la Ville, on a la chance d'habiter dans un écrin de verdure. Méribel est une ville verte, à proximité du Grand Parc, et c'est vrai que c'est un vrai plus pour nous. Alors au niveau de la nature, c'est vrai qu'on a vu pas mal de gens se balader sur la côtière, c'était impressionnant et on a été beaucoup à être très contents de profiter de la nature. Et c'est vrai que ça nous remet un petit peu en question du rapport qu'on a avec la nature et qu'on avait peut-être un peu oublié. Et ça fait plaisir de voir autant de gens sur les sentiers qui profitent un peu de cette petite pause fraîcheur et qu'on a la chance d'avoir à Miribel. Entre la côtière et le Grand Parc, ce sont des atouts dont il va falloir encore plus valoriser. Et notamment, nous avions proposé un plan local d'urbanisme qui non seulement avait pour objectif de minimiser la construction et de garder une ville à taille humaine, mais qui surtout préservait les terres agricoles et imposait un coefficient de biodiversité pour toute nouvelle construction. Il est important dans l'aménagement de la ville de ne pas sacrifier ces espaces qui ont été repérés comme des poumons de la ville. C'est vrai que ces espaces-là, ils servent aussi à atténuer un peu quelque part certaines différences sociales qu'on peut observer. Parce qu'effectivement, quand on a la chance pendant une période de confinement d'avoir un jardin, ben, on est bien content, mais tout le monde n'a pas cette chance-là. Et quand la ville peut offrir, par exemple pendant l'heure de balade qu'on a le droit de faire pendant le confinement, ben, plusieurs endroits où on peut se retrouver au milieu d'un espace plus frais et plus agréable, c'est beaucoup plus facile à vivre. Effectivement, ces impacts sociaux, ils peuvent être également quelque part mariés avec des impacts financiers, surtout quand on va parler d'énergie, de consommation énergétique, c'est-à-dire que effectivement c'est un poste de dépense important pour tout le monde. Et en même temps, c'est un poste de pollution pour notre environnement. Et ça, c'est du gagnant-gagnant. C'est-à-dire que si on arrive à travailler sur la rénovation énergétique de nos bâtiments, on va favoriser aussi les gens pour qui ce poste de chauffage ou d'ailleurs de plus en plus de climatisation est important. Et aujourd'hui, on va essayer autant de se battre contre la climatisation, j'ai envie de dire, que contre le chauffage. C'est-à-dire, plus on va s'isoler, moins on va consommer, autant en chauffage quand on va avoir à en mettre une. Donc on va dire l'orientation de la rénovation énergétique des bâtiments, c'est autant financier que écologique que social. Donc c'est vraiment du triple gagnant et c'est quelque chose sur lequel on cherche vraiment à s'engager à fond, que ce soit rénovation des bâtiments publics ou également favoriser la rénovation des bâtiments privés. Voilà. Et quand on dit rénovation, on dit également beaucoup moins de déchets, c'est-à-dire que c'est mieux de rénover plutôt que de casser. On ne va pas aller mettre une tonne de béton ou quoi que ce soit à la déchetterie. Et puis surtout, on va éviter de rebétonner la ville. Donc c'est vraiment
il n'y a vraiment que des avantages à aller dans cette voie-là. Donc c'est quelque chose de vraiment important pour nous sur le mandat qui vient. Voilà. Et ça fait partie effectivement des choix aussi que nous allons faire et qui sont aussi des choix financiers indirectement. Par exemple, ce qui nous différencie de nos concurrents sur notamment la question de la construction d'une maison des associations à 5 millions d'euros au complexe La Chanal, très clairement pour nous, ce n'est pas un bon choix. D'abord parce qu'il faut essayer de comprendre pourquoi une maison des associations, alors qu'on est en train de construire un gymnase à plus de 6 millions d'euros, qui non seulement va doubler de volume, mais qui en plus accueillera les événementiels des différentes associations. On est une ville d'autre part très bien dotée, puisqu'on a 3 salles polyvalentes, 2 gymnases, un centre socioculturel, un centre social. Pourquoi les construire encore plus ? Si c'est de la relation qu'il faut mettre entre les associations, ça ne nécessite pas forcément de construire. Et construire, il ne faut pas oublier, derrière, c'est entretenir. C'est-à-dire c'est des dépenses de fluide, mais c'est aussi des dépenses d'entretien, c'est des dépenses de personnel. Donc là, aujourd'hui, très clairement, pour les associations, je pense qu'il y a une mise en réseau à faire, il y a des améliorations à faire, mais pas en termes de locaux. Et ces locaux sont aussi ciblés pour être la future salle du conseil municipal de Miribel. Or, la communauté de communes va investir les locaux de Philips pour y mettre ses bureaux. Et il est bien plus intelligent de mutualiser les espaces, donc mutualiser le futur local du conseil communautaire pour être aussi celui du conseil municipal, puisque ce ne sont pas des locaux qui sont utilisés à temps plein. De même, nous avons beaucoup de locaux dans la ville qui sont utilisés à 15, 20, 30%. Aujourd'hui, il faut réfléchir aussi de façon astucieuse et il faut mutualiser les locaux. Voilà, nous n'avons plus les moyens d'investir à gogo dans toutes sortes de projets. Il faut aller à l'essentiel et l'argent que nous aurons, il faudra l'investir dans l'évolution de la société, notamment sur les questions climatiques, sur les questions écologiques. Alors moi j'ai envie de rebondir sur une question qui nous a été posée tout à l'heure, sur qu'est-ce qu'avait changé la crise du Covid pour nous et en quoi ça va impacter un petit peu notre programme, nos valeurs. Je pense que ça nous a permis aussi de repenser notre relation au travail. Oui. Donc en fait c'est un élément qui était très central dans la vie de beaucoup de gens. Et le fait de prendre un peu de distance, parfois, ça permet aussi de réfléchir sur quelle relation on a au travail. On a vu, par exemple, que le télétravail, ça marchait parfois pas si mal que ça. On a vu aussi, par exemple, qu'on pouvait se passer de prendre l'avion et que c'était pas forcément tout le temps indispensable. Et par contre, on a vu l'importance de certaines technologies. On a vu aussi tout à l'heure comme la fibre, qui est en train d'être installée à Miribel. Donc ça, c'est des éléments qui sont super importants. Et puis, quand on pense au travail, aussi au déplacement pour aller travailler, on se rend compte à quel point les déplacements, c'est un point vraiment capital. Alors, actuellement, une grande partie des déplacements se font grâce à la voiture particulière, qui est vraiment un outil exceptionnel. Mais par contre, au bout d'un moment, on arrive un petit peu à ses limites quand on voit l'encombrement des différents accès, notamment à Lyon. Ça veut dire qu'il faut notamment mettre l'accent sur les transports en commun et commencer à discuter non seulement avec la SNCF, mais aussi avec le Citral, pour avoir une offre de déplacement en direction de Lyon qui soit plus performante qu'actuellement. Optimiser le colibri aussi, qui pourrait être bien plus opérationnel qu'aujourd'hui. Ouais. Développer des parkings de covoiturage. Et puis, il y a tous les déplacements aussi à l'intérieur de Miribel, où, par exemple, pour aller faire ses courses, pour aller chercher le pain, pour aller chercher ses enfants ou amener ses enfants à l'école, il faut vraiment faire en sorte que les gens se sentent plus en sécurité, notamment avec des aménagements pour les poussettes, pour les personnes handicapées, pour pouvoir un peu inciter les gens, plutôt que de prendre la voiture, finalement, quand on fait moins d'1 kilomètre, c'est peut-être intéressant aussi de pouvoir y aller à pied.
Et notamment à Miribel, on a la chance d'avoir tout un tas de petits chemins de traverse qu'il faut préserver comme un joyau, voire réouvrir, bien entretenir, parce qu'ils permettent de relier les quartiers entre eux sans prendre la voiture en fait. Puis il y a terminé là, cette fameuse voie verte qui va nous Oui. permettre effectivement de traverser Miribel et d'être en pleine sécurité avec les mois d'août. Voilà, d'est en ouest. Et tout au long de cette traversée de Perséverte, nous pourrons, en démarrant au gymnase La Chanale, les tennis, puis après nous arrivons sur la Poste, le skatepark, l'église, la maison de santé, la deuxième, la place du marché. On traversera l'EHPAD où on pourra imaginer un espace intergénérationnel assez fort. Puis on déambulera et on se retrouvera à la hauteur de la deuxième maison de santé, puis au théâtre Allegro, et enfin on ira en mode doux jusqu'au collège Anne-Franck et jusqu'à l'école, et on pourra dire qu'on aura ainsi une espèce de colonne vertébrale qui viendra parallèlement à la départementale apporter une possibilité de se déplacer en toute sécurité et de relier les points les plus importants. Et c'est d'ailleurs l'occasion de dire que nous avions l'année dernière mis au budget une somme pour acheter des garages à vélo, mais l'appel d'offres à la communauté de communes a un peu tardé à se mettre en place. Donc ce budget sera remis au budget 2020 si nous sommes élus. Parce qu'il est important, si on veut utiliser son vélo, d'avoir aussi la possibilité de le garer en toute sécurité. Et ce n'est pas Michel qui dira le contraire, puisque Michel est en vélo du 1er janvier au 31 décembre. Alors un point important aussi sur cette voie verte, c'est que non seulement ça permet des déplacements à pied, domicile, commerce, mais ça permet aussi de gérer le stationnement dans la ville d'une manière vraiment optimum, puisque l'idée est de permettre aux gens qui vont aller dans les commerces de se garer proche des commerces à l'hypercentre, et puis les gens qui viennent travailler, les pendulaires, de se garer peut-être un peu plus loin de l'hypercentre, marcher 5 minutes par la voie verte, qui va relier les grands parkings qui sont à l'est côté Allegro et à l'ouest côté de la Poste, à l'hypercentre en marchant 5 minutes. Donc l'idée, grâce à cette voie verte, c'est de gérer de manière optimale ces stationnements, plutôt que des solutions qui sont un peu du siècle dernier, qui consistent à développer des parkings souterrains qui ne sont pas du tout adaptés à la taille de notre commune. Et qui sont hors de prix également, et qui mettraient le parking payant pour les administrés. Et qui participent à une sorte de bétonisation de la ville ça. également. C'est ça. Donc l'objectif, là aussi, il peut y avoir différents points de vue, mais notre point de vue, c'est pas de mettre du parking à tout crin de partout, mais par contre d'inciter les gens à mettre leur voiture sur des parkings qui sont aux extrémités de ville, de façon à pouvoir avoir une ville pacifiée dans son cœur de ville et à trouver plaisir à se promener et à profiter de tous les équipements que nous avons dans ce cœur de ville. Voilà, tout en offrant des places de parking à l'extrême, extrêmement proche des commerces pour les gens qui vont par exemple acheter leur pain ou faire 3 courses, qui puissent vraiment se garer, faire leurs courses et repartir. Et nous devrons absolument aussi étendre les parkings des gares, puisque aujourd'hui, on a de plus en plus de gens qui souhaiteraient prendre le train. Il faut qu'ils puissent accéder, alors soit en colibri, soit à pied, soit en voiture, au parking de gare. Et d'autre part, lorsqu'ils ne peuvent pas se garer sur les parkings des gares, ils se garent dans le centre-ville. Ce qui est aussi un effet, disons, indirectement qui n'est pas positif, puisqu'on avait fait un comptage, on s'était rendu compte que dans le cœur de ville, on avait à peu près 60 à 70% de pendulaires, donc de gens qui mettaient la voiture le matin puis qui la récupéraient le soir. Ces places, il n'y a pas besoin d'en faire tellement plus, il faut juste qu'elles soient bien attribuées et qu'elles soient attribuées aux personnes qui, entre autres, viennent faire leurs courses dans les commerces, comme tu l'as dit tout à l'heure, Michel. Alors l'urbanisation, c'est aussi un point clé pour limiter les déplacements en voiture, notamment, ça on le maîtrise par le biais du plan local d'urbanisme,
où on dit que telle zone, par exemple à proximité des commerces et de la gare de train, que ce soit aux Échets ou au centre-ville, elle serait plutôt à densifier, alors notamment pour augmenter la quantité de gens qui vont acheter dans ces commerces-là, mais aussi pour faire en sorte que tous ces gens qui habitent là n'ont pas forcément d'avoir besoin de voitures par foyer. Ou quand on habite au centre-ville, parfois une voiture ou 0 voiture par foyer peut suffire. Contrairement à développer des zones pavillonnaires qui sont loin de tout et qui obligent les gens à prendre leur voiture. Et là, effectivement, on voit 2, 3 voitures par foyer, ce qui n'est pas compatible non seulement avec tous les bouchons qu'on voit tous les matins pour aller à Lyon, et avec nos objectifs de réduction d'émissions de gaz à effet de serre. Et je rebondis sur le PLU, effectivement, c'est aussi un outil qui va permettre de préserver, de protéger certaines zones agricoles quelque part, et certaines zones boisées, pour faire en sorte que dans ces zones-là, on soit sûr qu'il n'y aura pas de construction et qu'elles sont dédiées soit à du boisé, soit à de l'agriculture, pour éventuellement aller s'orienter sur un circuit court et mettre en relation le producteur avec le commerçant. Alors on a un cas très typique au Marié, hein, la sortie est du Marié, dans le triangle qui mène d'un côté à Tramois, de l'autre côté aux Échets. On a des terres agricoles à cet endroit-là qui, avec le PLU actuel, sont constructibles. On a vu passer d'ailleurs au moins 15 ou 20 projets qui auraient défiguré le hameau. Et très clairement, dans notre PLU, nous avions souhaité ne pas remettre à la constructibilité cette zone, mais la garder en zone agricole, zone paysagère. Donc j'espère que nous aboutirons sur cette décision qui est capitale, parce qu'il est important, effectivement, les textes des PLU sont parfois très complexes, et donc beaucoup de choses se disent, et beaucoup de choses fausses se disent parfois, mais nous avons travaillé avec toujours ce souci de préserver ces terres agricoles, ces paysages, et effectivement, la densification, c'est ça aussi, c'est de permettre de rapprocher l'usager, l'habitant de proximité, du commerce de proximité, du service de proximité. Effectivement, après du coup, tout ça, ça participe à quoi? Ça participe à, quelque part, c'est économiser la ressource, économiser l'énergie, économiser l'eau, limiter les transports, etc. Et toute cette chasse au gaspillage, quelque part, elle nous est aussi un peu enseignée par les enfants eux-mêmes, qui sensibilisent souvent les parents, et avec qui on peut lancer pas mal de chantiers qui sont très réceptifs, et c'est l'avenir. Donc c'est eux qui vont porter toutes ces valeurs. Par exemple, avec Michel, on a été formé à l'animation de ce qu'on appelle une fresque du climat. Derrière nous, vous en avez un exemple. Donc c'est un jeu de cartes très simple. Et on a déroulé ce processus-là de sensibilisation des enfants aux problèmes climatiques. Et avec le conseil municipal des enfants en particulier, ça a très très bien fonctionné. On était très surpris des résultats. Et quand on regarde les causes et les effets qui ont été mis en évidence à travers cet exercice-là par les enfants, on peut juste avec une fresque junior qui est derrière nous, retracer un petit peu toutes les actions qu'on vient de d'énumérer entre nous, et qui sont d'une logique implacable quand on veut soit traiter les causes qui sont tout en haut sur une fresque du dérèglement climatique ou des problèmes qu'on rencontre, comme la canicule qui nous touche tous les ans, jusqu'aux effets qui sont ensuite plus bas dans la fresque. Et voilà, et quand on déroule cette fresque-là, on va retrouver comment je lutte contre la hausse de température, c'est je favorise mes modes doux, c'est je rénove mes bâtiments thermiquement pour moins consommer d'énergie, ça va être je favorise le photovoltaïque, ça c'est très très important, et c'est quelque chose qu'il va falloir pousser pendant le prochain mandat, et qui correspond en plus au PCAET, donc c'est-à-dire au plan climat, air, énergie du territoire porté par la CCMP. Donc ça, c'est des vraies valeurs. Et d'ailleurs, puisque Damien, tu parles des enfants, et on peut parler aussi des écoles. Effectivement, on l'a vu lors de la canicule l'année dernière, il était très compliqué de tenir dans des classes qui étaient à 40 degrés parfois. Donc la question du rafraîchissement des écoles, des cours d'école,
C'est une question qui est vraiment d'actualité. Donc c'est à la fois isolation thermique, un programme d'isolation thermique qui ira de pair aussi avec l'extension de certaines écoles, mais c'est aussi la végétalisation des cours qui aujourd'hui sont, sont goudron, quoi. Donc c'est un revêtement qui retient la chaleur. Donc il y a toutes sortes aujourd'hui d'expérimentations à travers le monde. On a certains pays qui peignent les cours en blanc pour que la chaleur soit réfléchie. Ça fait gagner 3-4 degrés de température. Donc c'est quand même tout à fait honorable. Et puis il y a des petites choses du quotidien qui peuvent être mises en place, comme des récupérateurs d'eau de pluie, comme des composteurs collectifs. On nous a souvent demandé pourquoi est-ce que vous ne mettez pas en place des composteurs collectifs. Ce sont des expériences qui peuvent se tenter. Après, c'est comme les jardins partagés, il faut derrière des associations qui reprennent et qui ont envie de faire vivre, bien sûr, sur le territoire, puisque tout ne peut pas être géré par les agents de la commune, mais, et c'est là qu'on vient aussi aux questions de démocratie participative, on peut remarquer qu'aujourd'hui, les citoyens ont de plus en plus envie de s'investir dans leur ville. On l'a bien vu à travers nos échanges, il y a des propositions qui sont faites et je crois que quand on se sent utile à travers les actions que porte une commune, c'est encore plus fort. Donc ça fait partie des choses qui nous tiennent à cœur, les budgets participatifs, travailler avec les habitants, les lieux où on va installer par exemple ces jardins partagés, comment on va les faire vivre. Toutes ces questions-là sont à partager avec les citoyens. Alors, je vois quelques petites questions. Donc, Loulette qui dit, c'est ce que je viens de dire, sensibiliser les enfants. Très bien. Carré potager dans les écoles. Exactement, Loulette. C'est vrai que la pédagogie peut se faire aussi à l'intérieur des écoles. On l'a mis dans le programme, d'ailleurs, avec les jardins partagés. Emma nous posait une question sur le programme de l'opposition qui souhaite faire passer donc la circulation sur les voies sur berge. Alors, quand nous avons fait l'étude sur les plans de déplacement, très clairement, on a analysé tous les scénarios. On n'a rien laissé de côté. On a dit on étudie tout, on verra après. Et déjà, spontanément, il y a des choses qui sont apparues comme ne tenant pas la route, on va dire, c'est le cas de le dire. Et en l'occurrence, cette voie sur les berges à plusieurs niveaux. Alors déjà, numéro 1, elle est déjà empruntée aujourd'hui comme une voie de Chinte, mais très clairement, elle pose un problème notamment de circulation sur la départementale, c'est-à-dire que si on imposait à tous les automobilistes de passer donc par les berges à partir de la départementale, on aurait à la hauteur du four à chaud un véritable embouteillage, puisqu'on a là le passage à niveau qui vient donc bloquer la circulation. Ce serait très dangereux. On aurait une autre difficulté au niveau du pont de Lille, parce qu'on ne pourrait pas gérer la circulation à cet endroit-là. La question des bus se pose aussi, les bus scolaires, on ne peut pas les renvoyer. Des investissements. Ou alors moyennant des investissements colossaux, d'autant que les berges du Rhône aujourd'hui sont encore à consolider. Elles sont aujourd'hui dans un état qui mérite absolument qu'elles soient renforcées. Il y a un grand projet de renforcement de ces berges qui n'est pas encore abouti. Donc on viendrait rajouter des problèmes aux problèmes. C'est une zone inondable de surcroît. Donc tout cela vient s'ajouter. Et d'autre part, dans nos réflexions sur le plan de déplacement, il y avait aussi la question de favoriser le commerce. Or, si l'on enlève un flux complet de véhicules, de passants, on enlève aussi des potentiels chalands pour nos commerçants. Donc, pour nous, ça n'est pas une bonne situation, ça n'est pas une bonne solution, ça n'est pas une solution écologique. Alors, si en plus ça s'accompagne d'un pont à 10 ou 15 millions d'euros, là on est carrément dans du grand délire, je dirais, et financièrement et dans la durée, c'est un projet à 35, 40, 50 ans. Les berges, ça fait combien d'années, Michel, qu'on parle des berges à restaurer? Ça fait bien 25 ou 30 ans. L'anneau bleu. Donc voilà, et puis il y a cette question de l'anneau bleu bien sûr, donc qui est face au grand parc, parce que
aller mettre une espèce de grande voie à grande circulation face à cet écrin de verdure qu'est le Grand Parc, quelle erreur d'aménagement du territoire. Voilà. Il faut au contraire pacifier. Et quand on pose la question de mais en temps d'inondation, où iraient les voitures, notre opposition répond avenue des Balmes. Ah bah bien, voilà une avenue qui n'est pas du tout calibrée pour les grands passages. Sachant qu'il y a quand même un autre argument important, c'est que cette voie sur berge serait un aspirateur à voiture colossal d'un flux dont on ne souhaite pas forcément développer la quantité à Miribel, puisque finalement, ce qui est bien, c'est que les gens ils traversent Miribel pour s'arrêter dans nos commerces, mais si simplement le but c'est de traverser Miribel, je pense que plutôt il faut orienter le flux en direction de l'autoroute. Donc attention à ces solutions, encore une fois, qui émanent vraiment du siècle dernier. Des tas de villes grandes mais aussi moyennes reviennent de cet aménagement de grandes voies express sur les berges, parce qu'on s'est rendu compte que ça aspirait les voitures dans une configuration qui n'était pas du tout intéressante, ni pour la ville, ni pour les habitants, ni pour les commerçants. Par contre, il faut accepter peut-être qu'il y ait plus de zones 30, qu'il y ait plus de zones avec des obstacles pour ralentir la circulation, pour dissuader ceux qui n'auraient rien à faire dans notre cœur de ville. Celui qui vient consommer, il va jouer le jeu, il va accepter des zones partagées, il va accepter de faire de la place pour les cyclistes. Celui dont l'objectif c'est de faire le plus vite possible, effectivement, il vaut mieux qu'il prenne l'autoroute. Oui. Donc, ces questions-là aujourd'hui, elles demandent effectivement un peu de courage. Je reviendrai simplement sur le projet de la montée de la Perrière. Ce projet qui était dans les dossiers, je dirais, depuis au moins 30 ans. Avec toujours des pour, des contre, une voie qui faisait à peine 3 mètres à certains endroits, donc d'une très grande dangerosité, et qui empêchait de pacifier ce passage à travers les bois, qui pourtant ont beaucoup de charme. Donc l'équipe a pris la décision de mettre en sens unique cette voie, ce qui a permis d'aménager un passage mode doux, et je crois qu'aujourd'hui il est vraiment apprécié. On voit de plus en plus de piétons monter et descendre au Marillé en toute sécurité. Alors c'est vrai, ça passe parfois par des décisions qui ne sont pas toujours comprises, mais dans le temps, on en mesure réellement l'efficacité et le confort et tout ce que ça peut apporter aux habitants. Alors, parmi les différentes propositions qui sont dans notre programme, il y en a un certain nombre qu'on retrouve dans le pacte de transition écologique. Absolument. On est un peu fiers d'avoir été la première liste à le signer. Et sur les 32 propositions du pacte, on s'est engagé concrètement sur plus de 20 propositions dans le domaine du développement durable, c'est-à-dire environnement, écologie, sociale. Et parmi les propositions un peu qui nous tiennent à cœur, moi il y en a une particulière que je me suis engagé un petit peu à pousser à fond, c'est la création d'une commission extra-municipale, donc composée d'habitants de Miribel qui ont envie de donner des idées, de faire vivre cette thématique de l'environnement. Et le but de cette commission, ce serait de faire le lien avec les élus, pour que les habitants ils aient toujours ce petit aiguillon pour titiller un petit peu tout le temps les élus, pour faire en sorte que les différents dossiers avancent, et d'avoir un petit peu un aller-retour régulier, une fois par mois, entre les habitants et les élus sur toutes les thématiques qui touchent au développement durable. Complètement, ouais, c'est la ville des habitants en quelque part. Donc voilà, effectivement, toutes ces propositions qu'on retrouve dans le programme, elles sont à la fois conformes pour beaucoup à ce qu'on retrouve dans le pacte de transition écologique, et puis ce qu'on retrouve dans le plan climat, air, énergie de la CCMP. Hein. Donc c'est vraiment, tout va dans le même sens, tout va dans le bon sens. Moi, ce que je retenais beaucoup, c'était la rénovation des bâtiments, etc., parce qu'il y a beaucoup à gagner là-dessus. Et tout ça, sont des dépenses, des investissements, des dépenses qui vont nous faire gagner en fonctionnement derrière. Voilà, financièrement, c'est très très intéressant également quand on pense au bien-être de tout le monde. C'est pas de la dépense qui va revenir régulièrement, c'est de l'investissement pour, à un moment donné,
avoir un retour dessus et avoir baissé nos charges et en même temps fait du bien à notre environnement et à l'air qu'on respire, quoi. Et il y a un exemple concret qui relève du bilan, c'est la rénovation du quartier du Trèves. Nous avons travaillé avec le bailleur d'Inacité à la rénovation et au réaménagement complet de ce quartier. Il faut savoir que les habitants avaient en hiver parfois entre 12 et 13 degrés chez eux. Donc c'était vraiment, il faisait vraiment très froid, c'était des vraies passoires énergétiques. Aujourd'hui, ils sont dans un confort qui est très appréciable sans avoir eu de charges supplémentaires. Donc là aussi, pour réduire la fracture énergétique, c'est un véritable enjeu de demain. Et là, je reviendrai sur le social, puisque l'écologie, c'est aussi éviter qu'il y ait des différences trop importantes entre ceux qui ont les moyens et ceux qui ne les ont pas. Parce qu'en général, ce sont ceux qui ne les ont pas qui subissent le plus. Et ce ne sont pas eux qui polluent le plus. Puisque, en général, ce sont ceux qui possèdent le plus qui polluent le plus. Alors, le social, c'est quelque chose d'important. Le social, c'est le lien, c'est le fait de laisser personne sur le côté. Et dans le programme, il y a aussi l'envie de continuer ces réseaux qui se sont créés pendant le confinement, de continuer à les alimenter pour lutter contre l'isolement, mais aussi un sujet qui nous tient énormément à cœur, travailler l'intergénérationnel, que cette ville soit aménagée de façon à ce qu'on puisse se retrouver, toutes générations confondues, mais aussi une ville qui soit inclusive pour les personnes ayant un handicap, que ce soit en proposant d'ailleurs des logements en plein cœur de ville pour des personnes âgées ou à mobilité réduite ou porteuses d'un tout autre handicap, que ce soit en aménageant des aires de jeu avec des jeux pour les enfants ayant un handicap, par exemple. Donc la ville doit inclure et la qualité du vivre ensemble est importante dans ces espaces publics qui doivent être partagés par le plus grand nombre et accessibles au plus grand nombre. Alors je vois qu'il y a quelqu'un qui pose la question, comment faut-il faire pour faire partie de la commission dont je parlais tout à l'heure, extra-municipale? Alors, si nous sommes élus, j'aurai l'honneur d'animer cette commission. Voilà. Et du coup, moi j'ai envie de faire un petit peu appel à toutes les bonnes volontés. En fait, je ferai un appel à tous les Miribellans pour ceux qui sont en vie, ceux qui ont envie de s'investir sur la durée, ceux qui ont des idées, ceux qui ont envie même une fois de venir proposer un projet, une idée, la porte sera grande ouverte. Il n'y aura pas de membres qui seront nommés, ce sera vraiment quelque chose de très très ouvert. J'ai pu me rendre compte souvent dans mon expérience de maire, mais aussi dans la vie tout court, que la plupart des mécontentements sont liés à un sentiment de manque de considération. Voilà. Et la considération, ça passe aussi par la concertation, ça passe par le faire ensemble, et ça passe par le faire ensemble et par la mixité des différents secteurs de la ville, des différentes populations. C'est vraiment important qu'on arrive à se retrouver sur des temps de partage. Et quand on est, par exemple, les mains dans la terre, en train de faire le potager avec des personnes de quartiers différents, d'horizons différents, d'âges différents, il se crée des choses qui sont de l'ordre de l'essentiel dans la vie. Et c'est vraiment la philosophie que nous voulons défendre, cette philosophie du participatif. Alors parmi ces propositions aussi qu'on avait retenues et qu'on voulait un peu pousser, tout à l'heure on parlait à travers la fresque du climat d'éducation populaire. Parmi ces propositions, je pense qu'on parlait des enfants. L'alimentation dans les cantines, c'est quelque chose d'hyper important. Et notamment commencer à faire prendre l'habitude aux enfants que c'est pas grave si on mange pas de la viande tous les jours, on peut très bien manger, on peut se faire plaisir, on peut bien manger, se régaler sans forcément manger de la viande tous les midis. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important parce que la viande, c'est excellent et je pense qu'il faut qu'on continue à l'offrir à nos enfants. Mais peut-être qu'on n'est pas obligé d'en manger autant. Et quand on sait que c'est un poste qui a énormément de conséquences sur toute la façon qu'on a d'organiser notre territoire. Sur la consommation d'eau. Sur la consommation d'eau, un steak égale à peu près 1500 litres d'eau. C'est énorme. Ce qui est énorme, sachant qu'il y a un tiers de gaspillage alimentaire.
Donc on est vraiment là sur repenser complètement notre alimentation et à travers ce geste, je dirais, de consommateur, c'est un véritable engagement citoyen qui est pris par rapport à la planète, puisque quoi qu'on fasse finalement, à quelque niveau que ce soit chez nous, au niveau de notre commune, de notre territoire, de notre pays, chaque personne contribue à sa façon, avec les gestes du quotidien, à améliorer la situation et en tout cas à freiner ce dérèglement climatique qui interroge aujourd'hui. Nous avons des responsabilités vis-à-vis de notre jeunesse. Nous avons des enfants qui comptent sur nous et eux-mêmes sont acteurs de propositions pour aller dans le sens de la transition écologique. C'est vraiment aujourd'hui le numéro 1 de nos engagements. Alors, je vois qu'il y a une question sur la réouverture du parc Buttard. Oui, alors le parc Buttard fait partie de ces parcs qui effectivement sont très agréables et pourraient être ouverts au public. On a une zone là qui peut tout à fait être une zone où on peut même imaginer planter des arbres fruitiers par exemple, ce qui apporterait aussi une possibilité de se rencontrer, de consommer gratuitement des fruits dans un espace public. Mais il faut savoir que le parc Buttard aujourd'hui, avant qu'il soit ouvert au public, puisqu'il est ouvert pour l'instant à la petite enfance, il nécessite un certain nombre de travaux, puisqu'il y a des bassins de rétention, il y a un certain nombre de travaux de mise à niveau à faire, mais c'est tout à fait un lieu de fraîcheur, de même que le Square Ego, qui aujourd'hui pourrait être tout à fait... Enfin, on pourrait replanter de nouvelles espèces d'arbres dans ce Square Ego, qui est très apprécié aussi en centre-ville. Donc effectivement, la question de l'aménagement des parcs est une question qui est tout à fait d'actualité. Je vois qu'il y a une question sur la cuisine centrale communale également. Voilà, alors j'ai répondu, mais je ne sais plus si c'est dans le premier essai de vidéo ou pas. Alors, cuisine centrale communale, moi je suis plutôt partante pour une cuisine centrale intercommunale. Mais avant de parler de cuisine centrale intercommunale, il faut parler production locale. Donc moi j'attends de ce futur bureau de la communauté de communes, j'attends réellement un véritable engagement auprès de nos agriculteurs qui sont à valoriser dans leur action quotidienne. J'attends que nous puissions avoir une véritable ambition de production locale, c'est-à-dire maîtriser du début jusqu'à la fin le processus, c'est-à-dire de la production en partenariat avec les agriculteurs jusqu'à l'assiette de nos enfants, l'assiette de nos anciens à l'EHPAD, etc. Mais qu'on ait un circuit court qui soit réellement maîtrisé à l'échelle locale. C'est une grande ambition, mais je sais que par exemple Ambérieu a démarré une démarche en ce sens. Elle fait travailler un agriculteur pour ses cantines. Alors il faut 2 ou 3 ans avant de pouvoir faire du bio, mais la volonté est là et je pense que si Ambérieu le fait, la communauté de communes de Méribel doit pouvoir le faire. Surtout que nous avons beaucoup d'agriculteurs et il faut simplement les accompagner de façon à ce que ce soit possible. Alors, donc je vois Sylvain qui dit arbre fruitier 100% d'accord, oui. Et en plus, aujourd'hui, il est intéressant de mixer les arbres fruitiers et les jardins partagés. Puisqu'avec la chaleur, il est important aussi aujourd'hui de pouvoir préserver un peu ces jardins qui, par les grosses chaleurs, auront besoin aussi d'être agrémentés d'arbres fruitiers ou d'arbres tout court. Hein. Alors, je vois Guillaume qui écrit justement, je demandais plus haut ce que vous attendez de la CCMP en matière d'écologie. Alors, très clairement, je l'ai dit, je le redis, je ne brigue pas la présidence ou Méribel ne brigue pas forcément la présidence de la communauté de communes. Par contre, et ça c'est certain, nous défendrons avec beaucoup de force une présidence qui sera audacieuse, engagée en matière d'écologie et de justice sociale. Parce que écologie et justice sociale, ça va ensemble, si on ne veut pas créer des fossés entre les populations. Donc moi j'attends un projet porté par un président, porté par une présidente
porté par une équipe qui sera réellement courageux et qui proposera des solutions concrètes sur le territoire. Et Miribel, si nous sommes élus, sera, je dirais, exemplaire de ce côté-là, parce que nous avons à souhait de faire avancer cette locomotive. Alors la CCMP, il faut préciser aussi que c'est un échelon qui est idéal pour développer certains projets. On parlait tout à l'heure des pistes cyclables. Si chaque commune développe son réseau de pistes cyclables dans son coin et que ça ne se communique pas forcément, c'est pas idéal. Oui. Donc ça veut dire que c'est à l'échelle de la CCMP qu'il faut réfléchir en amont sur où c'est qu'on a envie de commencer à construire des voies qu'on va construire petit bout par petit bout, mais qui in fine vont se raccorder pour permettre de traverser est-ouest toute la CCMP, et puis éventuellement qu'il y ait des traversées nord-sud. Il faut un schéma global d'aménagement. C'est le bon échelon pour les pistes cyclables notamment. D'ailleurs, les travaux de la piste cyclable qui va de Néron à Thil vont démarrer. Donc c'est une piste cyclable qui va longer les gares et qui va aller d'ouest en est ou d'est en ouest selon de là où on vient. Et on est vraiment dans l'actualité aujourd'hui. Vous avez vu qu'il y avait eu des traçages un peu partout dans les villes, des traçages, disons, qui ne sont pas définitifs, mais qui permettent d'imaginer ce que pourrait être la ville de demain. Alors, ça passe vraiment par un changement de mentalité, et pour ça, on compte vraiment sur les citoyens avec lesquels nous avons signé le pacte de transition écologique et qui sont motivés pour faire évoluer aussi ces mentalités, pour accepter de vivre autrement, aller moins vite, laisser passer les cyclistes, imaginer une autre façon de concevoir la ville, mais une façon qui sera plus apaisée et qui sera gagnant-gagnant pour les habitants. Voilà, on a fait à peu près le tour. Peut-être que Damien, tu peux regarder si nous avons de nouvelles questions, ou Michel. On va voir si on a répondu à tout. Alors je vois que Marie-Chantal nous suit. Alors je fais un petit coucou spécial à Marie-Chantal qui a été extrêmement active dans l'élaboration du PCAET de la communauté de communes. Elle a été très 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 engagée. Donc les élus de Miribel, sachez-le, étaient très actifs, et notamment s'est posé la question à un moment donné des énergies fossiles sur la construction du nouveau gymnase. Et le maire de Tramois et moi-même avons défendu avec beaucoup de conviction le fait de pouvoir recourir à un chauffage au bois, parce que nous avons une filière bois dans le département. Et nous avons été entendus, puisque le bureau de la communauté de communes a validé ce choix. Et nous en sommes très heureux. Et il faudra réfléchir à l'avenir, chaque fois qu'il y aura une construction, au mode de chauffage que nous allons utiliser, mais recourir le moins possible aux énergies fossiles, qui d'ailleurs sont en chute aujourd'hui. Et à un moment donné, comme en plus elles dépendent de l'étranger, lorsqu'il n'y en aura plus assez, l'étranger fermera ses frontières et nous serons bien embêtés si nous n'avons pas imaginé d'autres formes d'énergie. Donc la question des énergies renouvelables, elle est aussi au cœur des enjeux de demain, et elle est au cœur de ce plan climat air énergie du territoire. Voilà, donc ma foi, je crois qu'on a fait à peu près le tour. Je vois une question. Bonjour, quand seront finalisés les travaux de la rue du bourg en mode doux, s'il vous plaît? Donc aujourd'hui, nous avons finalisé une communication pour les habitants concernant la rue du bourg. En raison du Covid, les travaux de l'entreprise Eiffage n'ont pas pu se dérouler selon le programme qui était le leur. Donc ils ont pris du retard. Donc ces travaux ne pourront reprendre qu'au mois de septembre. Voilà. Mais ma foi, c'est un impondérable, c'est la crise, on n'y peut rien. Il y aura par contre dès juillet des travaux d'assainissement dans la rue des Écoles. Tout ça est un secteur qui sera in fine réaménagé dans le cœur de ville. Voilà, bien. Écoutez, je crois qu'on a fait à peu près le tour. On était un petit peu long, on avait démarré de façon un peu chaotique. Un petit mot de la fin peut-être? Un petit peu long au démarrage, mais bon,
finalement on a abordé à peu près tout. Je rebondis en conclusion sur le dernier message qu'on vient de recevoir, le PCAET, et tous les points qu'on vient d'énumérer, ils sont en cohérence avec ce PCAET, ils sont en cohérence pour beaucoup avec le pacte de transition écologique, Voilà. qui en plus amène un volet social. Donc c'est vraiment là-dedans qu'on veut s'engager. La rénovation énergétique, les îlots de fraîcheur, les circuits courts, voilà, Les récupérateurs d'eau, le compostage voilà, collectif, travailler avec les agriculteurs, préserver voilà, les des terres jardins agricoles. pédagogiques dans les écoles. Voilà, travailler avec le CME également, voilà, tout ça c'est un ensemble et c'est ce qui va nous permettre d'aller dans le bon sens et c'est je crois aujourd'hui ce qu'il faut retenir de l'exercice qu'on vient de produire devant vous. Moi, si j'avais un mot à retenir de ce soir, ça serait augmenter, préserver la sécurité des modes doux pour pouvoir augmenter leur flux. Et pourquoi pas imaginer un système de prêt de vélo Oui. qui permettrait à tout un chacun de se déplacer d'un endroit à l'autre du territoire. Au niveau de la ville, c'est peut-être un peu petit, mais au niveau d'une communauté commune, on pourrait imaginer aussi des vélos en accès libre, la possibilité aussi pour les voitures électriques de se recharger avec des bornes qui seraient positionnées à des endroits stratégiques. Donc voilà, tout ça aujourd'hui est en route et nous serons extrêmement mobilisés derrière toutes ces questions essentielles pour nous, pour nos enfants, pour les générations futures. Voilà. Eh bien écoutez, Merci. merci à Damien de nous avoir accueillis. De rien, c'est avec plaisir. Merci à Michel aussi pour votre participation. Et nous vous retrouverons samedi aux Échets, chez une autre de nos colistières, pour une question tout à fait différente, mais qui finalement se rejoint puisque il s'agit de pédagogie. Nous parlerons éducation, petite enfance, jeunesse, éducation, tous ces thèmes très importants aussi pour les générations à venir. Bonsoir à tous et à très bientôt dans la vidéo en direct. Merci, au revoir. Au revoir.